Je voudrais juste, sur l'intervention, quelque chose qui m'a fasciné, auquel je n'avais pas pensé, c'est que lorsque l'on voit la guerre qui part du souterrain et qui s'impose à l'extérieur, ça se traduit par du cloisonnement. Et le souterrain est un espace très cloisonné. Et donc, la dynamique du souterrain surgit à l'extérieur sous la forme d'un cloisonnement. Les choses se cloisonnent, se ferment, se segmentent. C'est très surprenant. Je pense que ça pourrait alimenter le débat. Outre que 14-18 à Reims, c'est particulièrement adéquat comme intervention. Donc, si je reprends sur les trois interventions, et juste pour lancer, parce que je vais être discutant, mais je vais laisser discuter surtout. Sur le premier, moi, il y avait deux choses qui m'intéressaient beaucoup. Il y avait la question de la nature en souterrain sur laquelle on pourrait revenir. Et il y a la question de l'acceptabilité de la vie en souterrain. Parce que même quand on parle du risque, c'est un petit peu d'acceptabilité qu'il y a question. Il y a plein de choses aussi sur les seuils, effectivement, mais comme on va en parler beaucoup cet après-midi, du coup, je suis moins dedans. Après, moi, sur l'intervention d'Amos, très complète, très détaillée, on voit vraiment comment une ville vit en souterrain, et pas seulement ça, mais comment elle vit en souterrain en relation avec une ville en surface. Ce qui montre que c'est faisable, quand même, y compris avec des activités de type résidentiel, d'habitat, etc. Et bon, je pense que c'est... Je ne sais pas si tout le monde avait tout compris, ni surtout la taille de cette ville. Mais il y a, je crois, des choses à développer là-dessus. Je suppose qu'il y aura pas mal de questions. Et également, moi, ce qui m'a frappé, c'est cette question du cloisonnement. Parce que c'est une des caractéristiques en souterrain, ça c'est sur l'intervention de Guilherme. Donc voilà, c'est pour danser un petit peu quelques éléments qui m'ont paru importants. Mais il y en a certainement d'autres. Il y a certainement tout un tas de gens qui ont envie de poser non seulement des questions, mais de débattre, de rajouter des choses, de ne pas être d'accord. Les controverses, c'est bien aussi. Enfin, voilà. Vous précipitez pas tous. Hein, tout le monde est d'accord avec tout ce que... Est-ce que les trois conférenciers sont d'accord entre les quatre, d'ailleurs, si j'inclus David ? Est-ce que tout le monde est d'accord avec tout le monde ? Ça m'étonnerait. Ça va permettre de lancer peut-être une discussion. De l'eau dans le souterrain, y compris dans les rapports à la surface. Hein, c'est-à-dire que les inondations, par exemple le terme de nappe, la nappe souterraine, etc., c'est une émanation du souterrain. Oui. Donc c'est un géographe du XVIIIe siècle qui a inventé le mot. Mais par exemple à Paris, ce qui fait la richesse de Paris, c'est qu'il y a le canal de l'Ourcq, etc., l'aménagement de surface, mais il y a 32 000 puits à Paris en 1870. Il y a autant de puits qu'il y a de maisons. Et des puits, il y a Mathieu Fernandez qui a fait sa thèse là-dessus, qui indique que tous ces puits, qui sont des puits qui servent, dont l'eau est hyper polluée, hein, comme dit un auteur du XVIIIe siècle, que les Parisiens boivent le soir ce qu'ils ont pissé le matin. Tellement donc la pollution est forte, et c'est une eau très calcaire et qui sert à tout l'artisanat. Voilà, donc le sous-sol est une richesse en soi, et je crois qu'on en a perdu. Oui, peut-être Amos ou David, d'autres personnes dans la salle, ce serait encore mieux s'il y avait des interventions. Je rappelle que le thème c'était utopie ou réalité. On peut renvoyer la question de savoir, oui Aurel, si... Ah, mais c'est super, j'ai même pas besoin de faire la claque. Donc Aurel Pariot d'abord et Monique Labbé, j'imagine, non? Et Ognier, Ounet, qui est Mounier, à terre chez nous. On commence par Aurel peut-être. Je sais pas lequel a levé la main en premier. Peu importe, il y en aura pour les deux. I have a question to Amos about the origin of these caves. Do you think that it was a karstic origin at the beginning? A karstic origin, that means dissolution of the limestones, that explained that the sewage can flow down without any pumping. Yeah, you push the button
And Oh. Take off. Try now. Thank you. As much as we know, no karstic activity in this region at all. There are many caves in the mountains to the east, in the Judean mountains, but not in the low hills. The low hills, as I mentioned, are made of soft limestone, chalky stuff, and there is not any karstic activity found there. All the underground city of Maresha is man-made, with chisels and main work. yeah, you mean that these caves were dug by people, right? Ça veut dire qu'elles ont été creusées, ce n'est pas l'utilisation de... Can you repeat? Vous voulez répondre Oh yeah, en anglais? yeah. This city were made out of soil that was dug by people, right? Yes. Yeah, exactly. All the caves, all the underground caves at Maresha, Yeah. in the surrounding area, are artificial ones. Yeah. No natural, what he is calling karstic one, made by, Israel handcraft. yeah, Handmade. yes. That's, Okay, thank you. that's the main the most important information we have Right. achieved in our studies. Ok, thank you. Ouné? Oui, oui. En fait, j'ai une question pour peut-être pour la première présentation. En fait, il y a, par exemple au Japon ou en Corée, il y a beaucoup de surfaces souterraines, souterrain qui est beaucoup utilisé pour le commerce, mais également pour les activités tertiaires, donc la banque, la poste, la librairie même, donc beaucoup d'activités. Je pense qu'il y a un contexte quand même écologique matériel qui est important. Premièrement, très dense. Donc, quand on a beaucoup de surfaces souterraines, cela veut dire on a quand même beaucoup de bâtiments gratte-ciel à hauteur. Et deuxièmement, il y a le climat. Donc, climat tempéré en Corée, au Japon. Mais tempéré, c'est pas comme ici. C'est-à-dire, en hiver, ça peut tomber jusqu'à moins 10, moins 20 à Séoul, par exemple. Et puis, en été, il fait très chaud avec une humidité très importante, qui fait que les activités, toute activité pendant le mois de juillet et août, très difficile. Donc les gens, ils préfèrent d'aller par exemple à une galerie qui sont dans l'espace souterrain. Donc, vous avez vu un peu différents cas à Singapour et Montréal. Montréal, bon, c'est connu avec le climat en hiver, mais quels sont les contextes un peu matériels ou climatiques locaux et qui fait différence de l'usage de cet espace? Déjà, vous l'avez dit, il y a la question de la densité urbaine qui est quand même très importante. On voit qu'à Paris, on a une densité relativement constante et assez élevée. Et ces objets qu'on a appelés mangroves urbaines, on les trouve un peu partout sur le territoire. Alors qu'à Montréal, on va trouver ça uniquement dans le centre urbain CBD, qui est très dense. Et à Singapour, on va le trouver réparti essentiellement dans le centre très dense ou alors dans des poches de centralité très importantes. Donc, une des raisons principales de leur existence, outre la question climatique, c'est effectivement une forte densité. Et puis la connexion, comme vous l'avez dit, avec des programmes qui se trouvent en aérien. Ces systèmes-là, ils fonctionnent parce qu'ils sont en lien directement avec un dessus. C'est ce que disait Alain Bourlin tout à l'heure. L'existence du souterrain est rendue possible parce qu'il y a des connexions. Et donc, les programmes qui sont développés en sous-sol, qui ne sont pas uniquement commerciaux, même si généralement, au niveau du sous-sol, c'est surtout du commerce, mais ils viennent se connecter et se complexifier avec un certain nombre de programmes très différents, ce qui fait que ça peut fonctionner. On voit dans les plans guides qui sont créés par exemple pour Singapour, l'objectif du plan guide du sous-sol, c'est de connecter des bâtiments qui sont ensuite aériens et qui vont aller jusqu'à des plus 15, plus 30 étages. Donc c'est une des raisons principales. Après, effectivement, le climat joue de manière assez importante, mais ce n'est pas du tout le seul facteur.
Après, c'est pas le secret vecteur. après, il y a peut-être La des densité est essentielle. oui. Après, pour lancer le débat, il y a peut-être aussi des ressources qui se construisent. C'est-à-dire qu'il y a une manière, peut-être, mais ce n'est peut-être pas le cas, Corée, je ne connais pas bien, de transformer un problème en opportunité. C'est-à-dire que je prends le cas de Reims ou je prends Paris, il y a quand même des souterrains, je dis des souterrains creusés, des anciennes carrières par paquet. Il y a des souterrains militaires par paquet. Et de toute manière, ils ont un coût. Ils ont un coût, il faut les entretenir. Il y a le BRGM dessus, il faut les consolider, enfin, tout cela est cher. Bon, on pourrait peut-être imaginer transformer, les occuper, c'est aussi les entretenir, c'est aussi les consolider, c'est aussi en faire quelque chose. Donc, c'est aussi une ressource latente qui est là et qui ne demande qu'une chose, c'est qu'on s'en empare, quoi. Jusqu'ici, ce n'a pas beaucoup été fait, mais je pense qu'il y a aussi un travail à faire de ce côté-là. On a sur le campus, là, justement, un endroit, le Moulin de la Housse, où le BRGM va venir pour essayer de discuter, de savoir quel est l'état des sous-sols. Bon, on avait sur le campus Croix-Rouge un bâtiment qui a été abandonné parce que le sous-sol n'était pas stable. Donc les conséquences d'un souterrain laissé à l'abandon sont importantes financièrement. Donc il y a vraiment une fenêtre d'opportunité réelle. Si on réussit à le rendre vivable, désirable, habitable, durable, alors on a vraiment... ce n'est pas seulement une disruption importante, une manière d'innover, c'est également, à mon avis, c'est un aspect économique et financier important aussi, même si ce n'est pas forcément le but recherché, parce qu'il y en a beaucoup des souterrains. J'ai une remarque aussi, parce qu'à Paris, en fait, il y a un immense espace souterrain qui est très peu connu, catacombes, qui ne sont pas visitables, parce que la catacombe visitable n'est qu'une petite partie par rapport à cet immense espace qui sont pas visitables, donc illégal. Je ne sais pas comment ça s'est entretenu ou c'est une véritable ville fantôme. Si on entre, il y a voilà. Oui, c'est surveillé. Oui. Il y a des élèves de l'école des mines qui absolument. descendent chaque année pour faire des peintures murales et des jeunes qui font la fête un peu dans la catacombe. C'est un immense espace qui n'est pas vraiment utilisé. Ouais. Et il y a plein de teufeurs d'ailleurs, et un de ces teufeurs, Aurel Pariot, voulait dire quelque chose. Non, je plaisante. Oui. Oui. Oui, Monique. Oui. Il y a le service des carrières à Paris et région parisienne, mais qui est chargé d'entretenir, enfin de faire en sorte qu'il n'y ait pas de danger, puisqu'effectivement la cause c'était un effondrement qui avait eu lieu, mais pas du tout de valoriser. Et donc on a eu cette discussion-là avec eux. À un moment, ils se disaient qu'à la limite, ce serait une économie, enfin ce que je propose, ce serait une économie de valoriser plutôt que de colmater, de retenir. Mais on n'est pas encore du tout dans cette logique-là, c'est à gagner, effectivement. C'est pour ça qu'on travaille dessus, et voilà. Quand on regardait certaines photos que nous a montré Amos à Maréchal, mais c'est magique. On a vraiment un sentiment, un plaisir à être là. On se dit ce serait faisable, quoi. Après, il y a un vrai travail de mise en forme. Tous les souterrains ne sont pas comme ça. Enfin, voilà, quoi. C'est sécurité, enfin, voilà, habitabilité, c'est un peu compliqué. Oui. Il faut quand même convenir que les volumes qui sont issus des carrières ne sont pas forcément des formes qui sont utilisables pour des usages modernes. Donc, c'est, à mon avis, un peu une illusion de croire qu'on va pouvoir vraiment le réutiliser comme tel. Oui, ce sera l'objet de la discussion cet après-midi et demain, justement. Moi, je pense qu'on peut quand même faire. Oui, David ? Juste un petit complément pour Madame. Au Japon, je pense que ça d'entre nous le savent ici, c'est que le modèle économique, c'est qu'il y a des lignes de transport qui sont privées et qui rentabilisent leurs lignes en ayant des capacités immobilières et foncières très très fortes au-dessus des gares. Et donc c'est comme ça qu'ils arrivent à ne pas perdre trop d'argent dans les transports. C'est en faisant des gares connectées très directement à leur ligne, si j'ose dire. Donc c'est un cas très, très particulier, très intéressant, parce que c'est le modèle business, pour parler, il est très particulier et très efficace à cet égard. Juste pour répondre à peut-être effectivement au problème plus contemporain des
du développement éventuellement de l'urbanisme souterrain, je pense que la question des risques est effectivement importante et elle rejoint la question du cloisonnement que vous avez évoqué. Parce que la gestion des risques aujourd'hui, que ce soit les risques pompiers, que ce soit la flotte, que ce soit etc., c'est compartimenté. Oui. Nous, au HAL, on doit compartimenter. Donc il faut que si cette pièce prend feu, elle ne se contamine pas dans la pièce d'à côté, donc il faut que tous les gens puissent sortir en 10 minutes en haut. Donc il y a cette contradiction que tout est pensé, évidemment, pour que les gens ne s'en aperçoivent pas, mais en réalité, la segmentation de l'espace, elle se fait par le compartimentage, puisque de l'autre côté, l'urbanisme souterrain, enfin c'est mon expérience, ne peut marcher que s'il est extrêmement fluide, qu'il n'y ait pas de cul-de-sac, qu'il y ait 10 nombrables entrées, il y en a 7 au HAL par exemple, il est hors de question d'en enlever une, parce qu'à ce moment-là, vous avez des angles morts, vous avez tout ce que les gens ne veulent pas et qu'on ne sait pas bien gérer. Donc risque et compartimentage, c'est ensemble. Sur la question du seuil, je pense que la plupart du temps, les architectes, et c'est la même chose avec en ce moment, mais depuis Guimard, il a fait des stations, c'est l'entrée au purgatoire, enfin c'était plutôt l'entrée à l'enfer, magnifique entrée, mais c'est toujours l'idée de la porte. Et je pense que c'est ça qui est un peu révolu, me semble-t-il. C'est toujours il y a l'idée de la porte, alors qu'à mon avis, la question, c'est plutôt de trouver des solutions d'émergence, qui signalent l'émergence, qui se joue entre le -1, voire le -2, à partir du moment où vous pouvez être à l'air libre à -6 mètres, et puis le +1 ou le +2, qui est les doubles hauteurs de magasins, et puis de pouvoir aller encore plus haut pour avoir du skyline. Parce que vous pouvez avoir, ce qui est très intéressant dans le passage du monde souterrain à un monde aérien, c'est que là, tu as un effet de seuil formidable, parce que tout d'un coup, tu croyais que tu étais en bas, tu prends un ascenseur et tu as la vue sur la ville entière. Donc il y a un truc, il y a une espèce d'expérience urbaine qui est très forte. Moi, je crois beaucoup à ça. Enfin, chaque fois, je l'ai eu quand j'étais dans des endroits comme ça. Donc c'est plutôt la question de l'émergence qui me paraît-il, me semble-t-il, la bonne formule. Je ne sais pas si vous connaissez La main ouverte de Chandigard. En fait, on voit toujours le truc de Le Corbusier comme ça, mais en réalité, c'est dans ce qu'il appelle la fosse de la considération, et c'est moins 5 mètres plus bas, et ça émerge et ça marche formidablement bien. Enfin, dernier point sur les points qui ont été évoqués, la question de la nature. Évidemment, c'est pas une question. Comment ne pas mimer le monde végétal dessous. Alors le monde végétal, comment va-t-il bouger? Moi, je ne suis pas très expert dans ces questions-là. Ce qui est sûr, c'est que l'expérience du sous-sol, c'est une expérience géologique, c'est une expérience hydrologique, c'est une expérience... Bon, il y a déjà eu des projets qui mettent en scène cette partie-là de la chose qui fascine assez les gens, enfin, en fait, et à juste titre. Donc je pense que c'est plutôt... Mais bon, là, c'est... Okay. Merci. Ouais, mon interprétation. Ça répondait un peu à beaucoup de choses. Intéressant. Juste sur la question du risque, et pour provoquer un peu, pour faire un peu poil à gratter, si les contraintes que l'on impose au souterrain étaient imposées à la surface, on vivrait pratiquement avec des bouées autour de nous pour ne pas se cogner et des murs avant de traverser le trottoir. Je crois que la question de l'acceptabilité du risque en souterrain est vraiment importante. Les contraintes actuelles sont tellement délirantes qu'elles sont régulièrement transgressées. On avait travaillé à la Défense sur des rues et des trucs qui étaient réservés, tous les gens passaient à travers. Enfin, je veux dire, il y a une question des usages et du risque acceptable qui demandera vraiment à être abordée, parce qu'il y a des choses à modifier si on veut rendre le souterrain habitable, parce que sinon on est dans des choses effectivement très sectorisées, très fermées. Voilà quoi. Et il est vrai que lorsque des gens meurent dans un tunnel, eh bien, c'est plus médiatique que lorsque des gens meurent dans un carambolage sur l'autoroute. Et ça a immédiatement des conséquences réglementaires délirantes, alors que c'est le même nombre de morts. Donc il y a là-dedans des choses, moi je pense, à penser sur, parler de représentation du souterrain, la manière dont on cherche à rendre le souterrain presque plus sûr que n'est l'extérieur. Et je trouve que c'est quand même un petit peu dommage. Vraiment. Et aussi sur la nature, parce que je sens que tu as envie de parler, donc voilà, sur la nature, il y a des écosystèmes cavernicoles, pas en profondeur, mais on a dans les paysages karstiques et autres, dans les entrées, des types de végétation et de faune parfaitement adaptés. Et ça me paraîtrait plutôt malin d'utiliser ce genre de végétation plus rustique dans des espaces souterrains, sous réserve d'adaptation, bien sûr, plutôt que des fougères arborescentes et des palmiers, par exemple. Tu voulais dire... Non, je voulais dire, je rebondis,
sur ce que tu viens de dire. D'abord que je suis tout à fait persuadé qu'aucune des questions que j'ai posées n'est insoluble et qu'il y a effectivement, je voulais simplement insister sur le fait que c'est des points de préoccupation qui me paraissessent importants et sur lesquels il y a des solutions. Je suis par exemple tout à fait d'accord avec David, je crois que le problème c'est que la porte d'entrée c'est fini, quoi. Il faut trouver autre chose. Et il y a des solutions. Mais je voudrais revenir plus précisément pour être pas tout à fait d'accord avec toi sur la question du risque. C'est, à mon sens, un peu insuffisant de dire qu'il faut rendre le risque acceptable. On est dans des sociétés, en particulier dans les sociétés urbaines, où la question du risque est omniprésente. Seulement, la question du risque, elle se définit, elle se décline, alors à la fois dans les réglementations, mais en même temps dans les représentations, les deux se mariant plus ou moins bien. Elle se définit de façon différente, elle prend des tonalités différentes selon les objets qui sont concernés. Et je dirais on ne vit pas sans fabriquer un discours du risque. Nos sociétés fabriquent un discours du risque tout le temps. Le problème, c'est qu'on peut fabriquer des discours du risque qui rendent la vie impossible ou des discours du risque qui rendent la vie possible. Et je dirais, alors, un peu en caricaturant, que peut-être un des problèmes actuellement vis-à-vis de ce qui est sous terre, c'est qu'on est en train de fabriquer une conception du risque qui risque d'être, si j'ose dire, invivable. Et que le problème, ce n'est pas seulement dans l'acceptabilité, c'est dans la constitution même de la définition du risque et de la manière dont on le gère. Et que probablement, il y a... Je ne suis pas assez spécialiste pour aller beaucoup plus loin là-dedans, mais j'ai le sentiment qu'on a fabriqué la conception du risque souterrain en ajoutant des choses, en empilant des choses les unes sur les autres, sans en avoir vraiment une conception cohérente, et encore moins en ayant un discours cohérent encore là-dessus, en ayant plutôt un discours catastrophiste, et voilà. Oui, je suis d'accord, hein, je parlais d'acceptabilité, mais l'idée, c'est un mode de vie, c'est une manière de se représenter le monde et de se représenter choses. Alors, je crois qu'il y a des questions derrière. Une personne qui veut questionner, une deuxième personne là, un autre au fond, mais à 3 fois. C'est Sylvain, non? La personne devant. Bon, alors on va commencer par le monsieur que je ne connais pas en jaune, puis continuer avec celui qui est devant en bleu, et ensuite Françoise, et puis... Ah, elle a le micro, ben, elle a qu'à y aller, quoi. Je vais faire très vite. Françoise Michel, je dirige le service culturel de l'université, et je vous remercie parce que je découvre des tas de choses intéressantes, mais voilà, je ne suis pas une experte. Mais je voulais juste savoir si vous alliez aborder, je ne pourrais pas être dévote cet après-midi, mais je reviendrai demain, un peu la question aussi de la vie underground du côté de la culture. Et je pense que c'est aussi un usage extrêmement, qu'est-ce que je vais dire, sans doute universel et en tout cas un usage extrêmement intéressant. Donc voilà, c'était juste une question et pour moi aussi un intérêt. Voilà. Rendez-vous cet après-midi dans Qualité spatiale, pratiques et gouvernance. Oui. Non, mais c'est une excellente question, mais cet après-midi, on va en parler. Donc, oui. Donc moi je voulais juste réagir par rapport à ce qui s'est dit sur la nature et comment est-ce qu'on pouvait rendre acceptable, attrayant le fait de vivre en sous-sol. Je pense que c'est quelque chose à élargir au niveau de la réflexion qu'on a là-dessus, à savoir comment est-ce qu'on fait aussi se rencontrer les aspirations des gens, justement, et la vie en sous-sol, qui n'est pas forcément quelque chose qu'on va transposer, parce que, par exemple, vous avez parlé dans la deuxième intervention de se dire, voilà, une rue, comment est-ce qu'on va faire une rue en sous-sol? En fait, en sous-sol, on ne fait plus des rues, on fait plus des tunnels ou des galeries. Et donc, de fait, il y a peut-être quelque chose à construire de différent, mais qui rencontre les mêmes aspirations qu'on peut avoir, que ce soit dans un pavillon, comme on dit. Enfin, moi, je sais que, par exemple, j'ai eu l'occasion de visiter les mines de sel en Pologne. Je suppose que je ne suis pas le seul ici, et c'est assez prégnant, quoi. Une réponse à...
Oui, je veux bien répondre. Enfin, ça fait partie des choses qu'on va en partie, on en parlera cet après-midi. Mais moi, par rapport au débat qu'on a eu ce matin, ça renvoie à la question de la complémentarité entre le dessus et le dessous, et aussi à ce qu'Alain Bourdin appelait la dialectique de dessus-dessous, qui est vraiment une vraie question, et effectivement plus importante que le seuil, parce que dans l'idée du seuil, on a forcément l'idée d'une continuité, alors que dans les souterrains, il y a, et dans l'imaginaire du souterrain et dans le mythe, il y a toujours un rite de passage, quoi. Il y a un passage, et ce passage, c'est d'un monde à un autre, quoi. Et on a tendance, et en tout cas notre société a eu énormément tendance à l'occulter. Et il y a, dans la recherche Vildité, on avait travaillé avec l'Institut de philosophie de Lyon, qui a mis en évidence, en fait, une ambivalence dans l'imaginaire du souterrain. Parce que, effectivement, on n'arrête pas de parler de peur, mais il y a de l'attraction, et dès qu'on est dans ces souterrains creusés un peu, cette attraction, elle revient. Et c'est quelque chose, voilà, c'est ce passage-là qu'il faut je crois qu'on devrait essayer de prendre en compte dans les agencements. Et quand on voit la ville souterraine de Maresta, moi j'ai une image qui m'a marquée, c'est que le souterrain il est creusé avec des techniques de creusement. Dès qu'on on commence à effleurer avec la surface, c'est la même pierre, sauf qu'on est dans des appareillages de maçonnerie. Et ça nous montre bien comment cette différence, et que dès qu'on passe au-dessus, on est dans quelque chose de différent. Et ça, on l'a complètement perdu, parce que ce qu'on a perdu aussi, c'est comme les villes qui étaient proches de la campagne, c'est que la ville du dessus, elle est fabriquée avec la même pierre que la ville du dessous. Et ces choses-là, effectivement, dans les souterrains contemporains, n'existe plus forcément, quoi. Et je pense que ça fait une différence importante avec les manières de pouvoir l'appréhender, la question des peurs, la question de la régulation des risques, parce qu'on se projette forcément dans on a tendance à se projeter dans des environnements qui sont construits comme le reste de la ville, alors que non. Et effectivement, la réglementation, et je pense notamment à la réglementation pompier, en fait, elle pose clairement ce problème, quoi, parce que quand les souterrains ne sont pas accessibles dans un immeuble de logement, on étanche complètement le dessus et le dessous. Là, il se trouve confronté avec une diffusion, une perméabilité, qui est aussi la perméabilité des fumées, quoi. Donc, et c'est vrai que, alors je ne sais pas forcément insolvable, mais ça demande d'avoir deux cerveaux, quoi. Un cerveau qui pense en surface et un cerveau qui pense en souterrain. Et c'est pas forcément, on n'est pas toujours au point, quoi. Merci pour cette intervention. Donc il y avait encore une autre question. Non, là, justement, oui, en bleu. Oui, bonjour. Et derrière aussi. Après, il va falloir... Pardon, combien de questions reste-t-il dans les commentaires? Alors, il y en a 1... Oula. Alors, 1, 2, 3, 4. OK. Après, on arrête, parce qu'il faut quand même qu'on finisse à 1h, sinon on va se faire lyncher. Voilà. Alors, allons-y. Merci. Bonjour, Benoît Quevrin. Moi, je suis ingénieur architecte et pas du tout spécialiste du souterrain. Je viens de Bruxelles. Mais je me posais une question d'un point de vue social. Est-ce qu'on n'a pas une crainte d'accentuer une sorte de stratification sociale en faisant du souterrain? Donc, je pars du principe que quand on fait une tour, on a tous envie d'arriver au plus haut de la tour. Est-ce que si on crée des logements, est-ce que si on crée des commerces,
On va peut-être trouver effectivement la poste dans le souterrain, mais le directeur de la poste ne sera certainement pas dans le souterrain, il sera tout au-dessus d'une autre tour. Et donc est-ce qu'on n'est pas en train d'accentuer une sorte de stratification? Est-ce qu'il n'y a pas un danger? Est-ce qu'on a réfléchi à ça? Est-ce qu'on a des souterrains? Est-ce qu'on a trouvé ça dans les mangroves, par exemple? Est-ce qu'on a ce genre d'exemple? C'est-à-dire que... Bon, on a très peu de temps. Mais, oui, il y a un risque, mais il y a surtout un risque si on ne s'en occupe pas. Je pense que si on prend ça en charge, c'est des choses qui peuvent tout à fait se penser, se transformer, se gérer. Enfin, ça ne va pas être métropolis, quoi, avec les ouvriers en bas qui travaillent, mais effectivement, c'est un risque. Et comme Alain Bourdin le précisait tout à l'heure, c'est des choses qui ont déjà existé dans le passé, quand même. Ce n'est pas notre intervention dessus qui va créer ça. Par contre, on peut être vigilant à faire en sorte d'éviter ce type de stratification, ce qui n'est pas évident. Mais c'est vrai que ce risque existe. Oui. Puis je me tais, parce que du coup, j'ai... Quand même. Il y avait, alors donc la deuxième personne qui voulait intervenir était juste derrière, voilà, et puis après André, et puis... Oui, bonjour. J'ai une question surtout pour M. Bourdin. On a parlé aujourd'hui d'acceptabilité, on a parlé de nature, de la vue, de la valeur que la vue donne aux produits immobiliers. On n'a pas parlé forcément de lumière naturelle. Et moi, je me pose une question concernant le rôle qui joue la lumière naturelle dans l'acceptabilité de ces lieux, dans la valeur de ces lieux et sur le fait qu'ils soient vivables. Et aussi parce que je me dis que tous ces espaces en souterrain, il faudra forcément les éclairer. On parle de facteur 4, de baisse des consommations, et du coup, on ne peut pas penser d'utiliser que de la lumière artificielle. Aujourd'hui, on a des évolutions technologiques, on a des solutions architecturales, depuis des lumières. On a vu l'image du Louvre, de la gare du Louvre, où on a de la lumière naturelle, et c'est tout autre chose par rapport à d'autres espaces. Du coup, quel est votre avis par rapport à cette histoire de la lumière naturelle? Oui, bien sûr, oui. Oui, si tu veux, c'est... Oui, je vais vous décevoir, parce que là, moi, pour le coup, j'ai plutôt envie d'interroger des gens qui sont vraiment spécialistes du sujet. Et peut-être il y en a dans la salle, si je comprends bien, qui pourraient nous dire effectivement ce qu'on sait aujourd'hui vraiment sur ce sujet. Qu'est-ce que donne alors la recherche scientifique sur ce sujet? Moi, j'ai des réponses a priori, mais très de surface, qui sont de dire oui, il me semble qu'il faut de la lumière naturelle, qu'il faut l'introduire d'une manière ou d'une autre, mais je ne suis pas sûr que ce soit la réponse pertinente par rapport à l'état des connaissances, et je préférerais que ce soit des gens qui sont dans l'état des connaissances qui répondent. Je suis désolé. Alors, on l'a abordé un petit peu sur le projet national Ville d'idées, avec l'idée qu'il faut de la lumière naturelle, mais pas trop, et de la lumière artificielle, mais régulée. Mais je pense que Sylvie va le dire mieux que moi. Non, je n'éteins pas. Oui, on a travaillé avec le NTPE sur cette question-là dans le cadre du programme Ville d'idées. Et on a aussi travaillé parallèlement en faisant des évaluations de certains espaces. Et en fait, c'est un sujet extrêmement contradictoire. Parce que d'un côté, effectivement, oui, notre organisme, comme les plantes, a besoin de lumière, a besoin de la lumière du soleil, donc, et de la chaleur du soleil. Donc, c'est pas simplement la lumière naturelle, c'est vraiment la relation au soleil. Enfin, on le sait tous, on prend de la vitamine D l'hiver, enfin bon. Et donc ça, c'est une réalité. Donc passer son temps en souterrain, c'est effectivement impossible, mais comme il est impossible de passer son temps dans un environnement éclairé uniquement en lumière artificielle, en fait. Donc c'est aussi vrai quand on passe son temps dans des bâtiments en surface, mais complètement éclairé. Donc ça, c'est quelque chose c'est vraiment une question très complexe. Sur la qualité, il y a aussi on est plein de contradictions, c'est-à-dire qu'à la fois, on a envie d'avoir de la lumière naturelle, et ce qui ne nous plaît pas, c'est des environnements sans lumière naturelle, mais quand on a de la lumière naturelle, on s'aperçoit qu'on a des situations beaucoup trop contrastées et violentes pour l'œil et inconfortables. Donc, quid de la solution entre les deux? Et ça pose aussi, on revient à la question du seuil entre le sous-sol et le sur-sol, parce que souvent, quand on sort, on est aveuglé, on est dans des situations d'éclairage qui sont extrêmement inconfortables
inconfortable, tout en étant à la lumière naturelle. Donc c'est vraiment ça la complexité. C'est pas du tout quelque chose qui est évident à résoudre, et la lumière naturelle n'est pas forcément la solution. En tout cas, il y a un travail de composition de l'espace avec la lumière, sa diffusion et son niveau qui est extrêmement important à faire, et qu'effectivement on fait très peu dans l'architecture, parce que même en tant qu'architecte, on renvoie souvent à des ingénieurs lumière ou à des techniciens lumière qui nous donnent des solutions d'éclairage. Mais voilà, entre la solution technique d'éclairage qui peut être un éclairage de qualité, qui peut être un éclairage beaucoup plus économe, notamment avec les basses températures, les basses tensions, les LED, qui peut avoir des qualités de chaleur. Donc il y a tout un process de composition avec l'éclairage, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne travaille pas suffisamment, et effectivement dans les souterrains c'est un vrai sujet, mais c'est un vrai sujet qui en fait nous fera progresser sur la manière dont on éclaire les bâtiments de manière artificielle en général. Voilà. Donc je n'ai pas toute la spécialité, mais bon, j'ai quand même peut-être quelques connaissances qui peuvent nous éclairer, c'est le cas de le dire. Oui. Oui. Et je crois, donc les deux questions, je suis désolé de couper un petit peu, parce qu'il y a encore André et Ounet qui ont des commentaires, des questions, donc on peut commencer. Une remarque à faire à propos des risques. Quand il y a eu en 95, je crois, le tremblement de terre de Kobe, il y a un énorme centre commercial à Kobe souterrain. Ils se sont aperçus qu'en surface, 80% des bâtiments avaient été détruits, alors qu'en sous-sol, 20% seulement avaient été détruits. Et donc, par conséquent, l'aménagement souterrain a beaucoup moins de risques que la surface. Et ils prenaient un peu comme symbole, la ville est un bateau qui est sur la terre. Donc quand il y a un tremblement de terre, en fait, la terre se liquéfie comme un bateau, etc., qui commence à battre de côté, il se renverse, alors que un sous-marin, il reste dans le sol et il reste stable. Oui, absolument. C'est vrai qu'il y a ce que je disais au début, c'est qu'il y a des risques dans le souterrain, mais il y a une minimisation aussi de certains risques par le souterrain. Ounet ? Oui. Et parce que comme hier, j'ai vu un article sur la planification souterraine qui était réalisé par quelqu'un de bureau d'urbanisme de la ville de Séoul. Donc, première tentation sur cette planification. Donc, pour la planification, donc, ils ont fait 3 zonages, parce qu'il faut définir sur la surface 3 zonages où il y a beaucoup de potentialité de développement, moyennement et un peu moins, et puis diviser aussi au sous-sol, plus profond et moyennement profond, très profond, mais en fonction de, en fait, notamment les activités selon la durée d'usage et selon l'accessibilité. Donc si la durée d'usage n'est pas très longue, on peut mettre ça en profondeur, mais si la durée de... Ah non, un peu de l'inverse. Ah, c'est ça. Si la durée est très longue, on ne peut pas mettre trop au niveau 3, mais plutôt au niveau -1, quelque chose comme ça. Donc pour le projet Grand Paris, donc pour la première présentation, et je me demande en fait, est-ce qu'il y a cette réflexion sur le degré de l'analyse des activités, où on peut mettre certaines activités à quelle profondeur, selon ces durées d'usage et selon cette durée d'accès. Voilà. Sur le Grand Paris Express, de toute façon, en dessous de -6 mètres de profondeur, il n'y a pas le droit en France d'avoir d'autres programmations que du parking ou des espaces de transport en commun souterrain. Donc de manière très concrète, sur le Grand Paris Express, aujourd'hui, ce que conçoit la SGP, la Société du Grand Paris, c'est des espaces en profondeur. On peut aller jusqu'à 50 mètres de profondeur, mais entre -6 mètres et -50 mètres, il ne se passe rien du tout que des grands escalators et des grands couloirs. Il ne se passera rien d'autre. À -6 mètres, il y aura éventuellement quelques petits programmes du genre une boulangerie, une papeterie, ce genre de choses. Mais ils essaient au maximum, en tout cas dans tout ce qui nous a été communiqué jusqu'à maintenant, ils essaient au maximum de les limiter et de mettre tout ça en aérien. Donc aujourd'hui, sur la réflexion du Grand Paris Express, c'est
on en fait le moins possible en souterrain. Donc, la réponse, en tout cas de la SGP de les concepteurs aujourd'hui, est très claire, c'est on va en sous-sol pour s'affranchir des contraintes du sol et des tracés aériens, mais en revanche, on n'en fait pas plus. Ok, merci pour toutes ces infos.